Bonjour, merci à Mediapart d'accueillir une nouvelle fois la revue En attendant Nado, journal de la littérature, des arts et des idées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Brosseau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, poète, romancier, mais aussi bibliothécaire. Vous écrivez donc depuis peu des romans, et votre deuxième roman, Chaos, est paru aux éditions Quidam. Et succède à Data Transport, publié en 2015 aux éditions de l'Ogre. Parmi vos recueils de poèmes, on peut citer L'Animal central, publié en 2016 chez Castor Astral, mais encore ici dans Ça, également chez Castor Astral. Dans Chaos, il est question d'une femme, la folle, qui habite la ville et qui est enfermée dans la chambre d'un hôpital psychiatrique. La chambre 2666. Et cette folle rencontre l'interne. Avec cet interne va se nouer une relation toute particulière, une rencontre qui va les emporter dans l'autre ville et vers la sœur jumelle de la folle. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous revenir sur cette confusion des genres que vous pratiquez dans votre œuvre entre le roman et la poésie? Alors je ne sais pas si vraiment on peut parler de confusion. À mon avis, c'est davantage de la complémentarité. Effectivement, c'est pas les mêmes types de discours. Il y en a un qui dans le roman, évidemment, il y a toute une narration, il y a toute une logique de l'ellipse, beaucoup. Où je travaille beaucoup en creux, c'est-à-dire que je tente d'offrir au lecteur la possibilité de comprendre ou de voir ce qu'il y a dans les ellipses, précisément. Alors qu'en poésie, c'est vraiment le personnage principal, c'est l'auteur. Il va être lui-même l'acteur de son propos, et il va y avoir le propos sera très dense et ne sera pas toujours d'une grande lisibilité. Donc là, à l'inverse, le lecteur aura peut-être le devoir pour approcher l'œuvre d'accepter de ne pas tout comprendre. Voilà. Oui, j'utilisais le terme de confusion parce que j'ai l'impression que dans votre œuvre, dans les romans, en tout cas dans Chaos, il y a vraiment des passages extrêmement poétiques où la langue se défigure un peu, où elle se défait, où vous jouez sur les répétitions, sur des images qui reviennent. Et tout ça, vous arrivez à écrire avec cette langue poétique-là et à maintenir un fil de narration sans que le lecteur ne soit perturbé. Et au contraire, cette langue vient accompagner la narration. Oui, et je pense que vous dites ça aussi parce que précisément dans Chaos, donc le dernier ouvrage, il y a tout un travail sur le discours, sur la parole, sur la façon dont vont soit parler, soit penser les personnages. Et il est vrai que si là tout de suite je prenais un dictaphone et que j'enregistrais la pensée de quelqu'un et que je tentais de la transcrire, il y aurait nécessairement des ruptures, les phrases n'iraient pas jusqu'à leur fin, ça sauterait du coq à l'âne, ça serait parfois confus. Et donc, que faire? Comment faire à partir de ce matériau-là? Comment tenter de transcrire cela? Il me semble qu'on arrive à une matière assez poétique. Et en tous les cas, on peut la travailler de façon très poétique. Et on peut travailler ces ruptures, on peut travailler le relief d'un discours pensé qui est heurté. Et voilà, donc c'était aussi l'intérêt, il me semble, dans ce roman, que de travailler les pensées et gagner ici en poésie. Oui, et dans ce que vous dites là, on pense au flux de conscience. Est-ce que vous avez voulu retrouver ce flux de conscience-là qui nous habite, qui nous meut dans notre vie? Ah oui, mais c'était vraiment l'objectif. C'était entrer dans le personnage, être le personnage et dire à la place du personnage ce qu'il devait à un moment donné penser, et ensuite travailler ce matériau-là de pensée comme un poème, et donc le couper, le redécouper, et en même temps toujours rester dans l'idée du flux, quand bien même
le flux pourrait être heurté. Donc Oui. il y a à la fois l'idée de continu et en même temps de discontinu dans l'idée de flux. Oui, parce que c'est pas un flux d'une douceur. Enfin, il y a des moments très doux dans ce roman, mais il y a des moments aussi assez violents qui nous déstabilisent en tant que lecteur, mais où on sent les personnages eux-mêmes heurtés, comme vous dites. Et donc. Vous savez, la pensée, c'est une musique. Oui. C'est avant tout une musique. Autant qu'il existe énormément de genres musicaux, il existe énormément de genres de pensée. Et de la même façon qu'il existe beaucoup de genres de poèmes, si on considère que la pensée est de l'ordre du poème. Et après, c'est à celui qui compose cela, qui va travailler ce matériau-là, que effectivement, donner davantage de rapidité à un endroit, ralentir à un autre, heurter à un autre moment, selon les situations, selon aussi l'humeur du personnage, voire même l'humeur de l'auteur au moment où il écrit. Oui, et on sent donc dans vos phrases que vous travaillez le rythme de vos phrases, que vous travaillez la musicalité de la langue. C'est un roman presque chaos, mais aussi data transport et aussi vos recueils de poèmes, mais enfin de prose peut-être plutôt que de prose poétique. En tout cas, la musique est très présente. Est-ce que vous écrivez en musique, par exemple? Une question très concrète. Ah non, jamais. Jamais. Jamais, jamais. La musique est totalement intériorisée. En revanche, je peux tout à fait écouter énormément de musique avant. Et quelle musique écoutez-vous? Alors, j'écoute vraiment tout type de musique. Après, il est vrai que chaque instrument va apporter une syntaxe différente à l'intérieur même d'un phrasé ensuite, si d'aventure j'étais inspiré par la musique au moment où j'écris. Donc par exemple la basse, la batterie, voilà, il y a un mouvement, il y a une rythmicité qui est particulière, qui est égale, qui donne le ton et une fois encore l'humeur d'un passage. Et effectivement, si à ce moment-là je suis habité par un type de musique ou de musicalité, eh bien, ou d'instrument, eh bien, je vais ponctuer mon phrasé de cette façon-là. Et il y a quelque chose une chose à laquelle vous revenez souvent, c'est l'arythmie, enfin le décalage de rythme, l'entre-deux du rythme, l'écart rythmique, et notamment dans Data Transport, le personnage M regrette toujours d'être à contretemps. Et vous écrivez, ce qu'il constatait, c'est qu'il était toujours à côté du tempo donné par le métronome, celui placé au-dessus du piano, comme s'il était ontologiquement, magnétiquement attiré par l'arythmie, voire l'atonalité. Alors l'arythmie, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Alors là, je vais donner deux réponses. D'abord par rapport à Data Transport et après l'arythmie en général dans mon travail. Oui. En général dans mon travail, je crois que l'arythmie est essentielle et je pense que c'est le cas aussi chez beaucoup d'écrivains. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire une page, 2 pages, 3 pages, 10 pages selon un certain tempo et ensuite sciemment briser ce rythme simplement pour que arrive là comme une évidence, quelque chose qui émergerait et qui deviendrait troubler, inquiéter le lecteur et donnerait donc énormément d'importance à ce qui arrive. Si tout d'un coup on brise, on rompt un rythme, le lecteur s'accroche à cette rupture et c'est là où d'ailleurs où on peut glisser une phrase de type aphoristique ou une articulation dans le livre, parce que c'est des moments d'accroche. Et donc la musicalité donc la poésie d'un texte, combien même il serait un roman, doit être articulée, doit arriver, doit être son tempo doit être lié à la structure même du livre et à la logique narrative du livre et même aux enjeux dramatiques, il me semble. Oui. Voilà. Après, par rapport à Data Transport, là on est plus sur la citation que vous donnez. Le personnage est effectivement en décalage puisque l'idée même du livre, et en tous les cas son épine dorsale, c'est que le personnage principal qui s'appelle M est né avec 1 seconde de retard. Oui. Donc, et cette situation un peu grotesque, un peu en tout cas étrange, comme le lapin d'Alice, ce personnage arrive toujours en retard sur tout. Et il va progressivement devenir poreux et jusqu'à disparaître.
Et effectivement, j'ai toujours pensé que ce décalage temporel, en tout cas ce retard que ce personnage a sur le réel, et il me semble que nous avons tous, c'est aussi le décalage entre les mots et les choses, entre le désir et sa réalisation ou sa non-réalisation, et finalement, je crois qu'on est tous tout le temps un peu à côté du monde. Oui, et donc ça, ce serait une matière véritablement littéraire, donc, puisque ce décalage, ce retard que l'on aurait par rapport au monde serait un retard qui nourrit le décalage mots et choses, qui nourrit l'écriture. Et en tous les cas, je crois que écrire, c'est profondément être en synchronicité, être dans le flux, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire être dans le monde, et dans le mouvement même du monde qui se fait, se délie, être ce dire parlant, cette chose qui parle et que nous sommes et que nous habitons, c'est profondément habiter le monde. Oui, et ce que vous dites là me fait encore penser à cette synesthésie qui est présente dans Chaos surtout, où donc la musique vient cohabiter avec les images, avec la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, notamment un passage très beau je trouve où la folle est dans un train avec l'interne et où l'odeur de la clémentine que quelqu'un mange dans le train se répand dans le wagon. Voilà des moments très forts que vous arrivez à déployer comme ça à partir d'un détail. Et donc sur les sens, sur les sensations qui sont très présentes, il y a quelque chose quand même de très fort, je trouve. C'est la présence de passages très picturaux dans Chaos, avec des couleurs parfois que vous décrivez très longuement. Voilà, la peau de l'orange, mais aussi ça se cohabite avec un moment où donc les personnages sont dans le train et voient des champs de colza jaunes flamboyants à travers la vitre. Lorsque vous écrivez, que voyez-vous depuis votre table ou depuis votre canapé ou votre... Cette question moi, m'amuse profondément parce que, en fait, vous vous adressez là à un grand daltonien. D'accord. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle j'ai toujours considéré que, d'une certaine façon, le monde était, en tout cas, la façon dont on le pensait, était une grande fiction. Peut-être parce que je ne vois pas du tout le rouge, que vous le voyez sans doute très bien, et toute la réalité qui nous entoure là, nous ne la percevons absolument pas de la même façon. Et donc, en écrivant tous ces livres, à chaque fois que je pose une couleur, qui est quand même un acte fort dans la description d'une scène, je sais très bien, je le sens, et d'ailleurs ça peut m'inquiéter, mais je sais très bien que la personne qui me lira au bout n'aura absolument pas la même vision que moi. Donc c'est même un jeu que je fais à moi-même, où je vais même me forcer à multiplier les couleurs. Peut-être parce que c'est un domaine aussi que je maîtrise moins ou qui me met plus mal à l'aise. Après, effectivement, vous parliez de l'odeur de la clémentine. Je pense qu'il y a nécessité dans une narration que de convoquer tous les sens. Oui. Oui, il y a aussi, ce qui est assez étonnant aussi et assez rare, je trouve, la présence très forte des matières des choses. Vous décrivez le personnage principal, la folle, qui voit au-dessus d'elle une masse spongieuse. Donc il y a le spongieux, mais il y a aussi le gluant, le mou. Il y a toute une sorte de galerie d'états de matière. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez fort que vous cherchez à mettre en avant, peut-être aussi la matière des choses. Oui, et la matière des choses qui, là, du coup, serait non pas de l'ordre du descriptif, pour moi, mais qui serait de l'ordre de la façon dont on habite le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'habiter le monde de façon très poreuse, c'est-à-dire que je vais être en empathie ou en identification avec les choses qui m'entourent, et même d'être parfois les choses mêmes, c'est-à-dire comme si je rentrais dans les choses, comme je rentrais dans le flux des choses pour pouvoir les être et les devenir et les penser. Et donc là, il y a effectivement une pénétration de la matière, et ce passage dans les choses, cette sensation des choses, c'est quelque chose qui me fascine. Et je sais que vous menez à côté de votre travail d'écrivain, enfin vous avez mis en scène
vous avez participé à des spectacles durant lesquels Chaos a pu être lu et durant lequel vous écrivez durant une lecture. Alors peut-être que vous pourriez parler de ce dispositif plus spectaculaire, où là aussi peut-être qu'il y a une sorte d'accompagnement du livre qui se fait dans une autre temporalité. Oui, donc je l'ai fait en fait, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait pour Chaos, mais je l'avais fait également pour Data Transport. Le dispositif est assez simple. Je suis en duo avec un comédien qui va dire un extrait environ d'une heure du roman, des passages essais narratifs, et moi, à côté, de façon totalement improvisée, je vais écrire. Et ce qui va être écrit, manuscritement, sera vidéo projeté derrière nous. C'est un exercice pour nous, mais je pense que ça l'est également pour les spectateurs, puisque du coup, ça offre plusieurs lisibilités, plusieurs possibilités de lire le spectacle. Voilà. Et moi, je viens en écho avec ce qui est dit, en résonance, parfois pas du tout d'ailleurs. Dans Chaos, donc, la folle est enfermée dans un hôpital psychiatrique et son langage très particulier rejoint très souvent celui de l'interne ou celui du médecin psychiatre qui la soigne. Et donc c'est une langue qui est partagée, une langue poétique qui est partagée par tous les personnages, qu'ils soient fous ou pas fous, enfin dits fous ou pas fous. Est-ce que la langue pour vous est un outil qui rassemble comme ça les individus, quels qu'ils soient, dans un même espace, dans une sorte de même un bain de langue qui les rassemblerait? Oui. Après, je pense qu'il y a quand même une progression dans le roman, c'est-à-dire qu'au début, il me semble qu'il y a une plus grande différence entre les pensées des uns et des autres, et plus on avance dans le roman, et plus tout fusionne en fait, plus tout se mêle. Après, c'est vrai que structurellement, moi, j'ai vraiment fait exprès quand même de décrire ou de transcrire plutôt ces pensées, comme je le disais tout à l'heure, de la même façon. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions sur cette idée de transparence intérieure. Est-ce que, comme Joyce, par exemple, il faut transcrire de façon extrêmement fidèle ce qu'on imagine que pourrait être ou que peut être ou qu'est le phénomène même de la pensée, c'est-à-dire qu'au finalement on écrit quelque chose qui n'a ni queue ni tête, et là on frôle l'illisible, ou bien on va complètement le farder, l'enjoliver à la façon par exemple de Woolf qui va faire de ses pensées des propos extrêmement structurés, où chaque personne va en penser, aller jusqu'au bout de sa phrase, va mettre des liens logiques qu'on n'utiliserait pas même de façon orale ni courante. Voilà, donc l'idée c'était où est-ce que moi je place le curseur entre ces deux-là. Et donc j'ai choisi quelque chose d'assez médian. J'ai respecté, donc comme disait tout à l'heure, une arythmie, et en même temps j'ai voulu qu'effectivement il y ait des structures très parallèles entre chaque personne, parce qu'il m'a semblé que faire cela, c'était aussi dire que nous pensions un peu tous de la même façon. Mais on sent de toute façon, que ce soit dans Data Transport, où le personnage principal, M, travaille dans un centre de tri postal et est chargé de recueillir donc, et de lire les lettres qui n'ont pas été bien envoyées, qui n'ont pas été reçues, qui ne sont pas arrivées à bon port. Donc un lieu aussi de mise en commun, un lieu de rassemblement des lettres des autres. On sent que la question du collectif, du commun, habite vos textes. Oui, parce que la condition même de la transmission, c'est la communauté. Sans communauté, rien ne se passe. Imaginer qu'on est seul est une supercherie monumentale. Évidemment, c'est la condition de l'existence. Oui. Et est-ce que la fiction apparaît très comme ce lieu
précisément où la communauté peut vraiment se constituer librement, parce que bon, vous inventez des mondes. Enfin, c'est quand même dans Chaos, il est question d'un monde à part, enfin d'un monde. Mais oui, enfin, de la même façon que le monde nous invente, ou en tout cas invente une fiction dans laquelle on croit. Souvent, on pose, enfin, il m'est arrivé qu'on pose la question de la vraisemblance en disant mais pourquoi tu fais des trucs comme ça, pas réalistes, etc. Mais pour moi, par exemple, l'idée même de réalisme est une idée complètement farfelue. Parce que nous vivons dans un monde profondément spécieux, enfin complètement faux. Auquel on y croit comme un fou croirait à son délire. Où d'ailleurs on sépare tout, on catégorise tout, il y a le blanc, le noir, le conscient, l'inconscient, le dedans, le dehors, etc. Comme si tout cela était des espaces totalement séparés, comme si tout cela était... Et on croit, on est vraiment habité, et on habite cette structure, cette fiction du monde, alors qu'en fait elle est à mon sens, inexacte. Enfin, c'est une croyance. Et donc, écrire et fonder un monde autour d'un roman, c'est aussi fonder une autre possibilité de monde. Oui. Et une autre façon peut-être d'habiter, pour moi, un monde, celui-ci, dans lequel j'ai écrit et je me suis écrit. On sent dans votre œuvre la peur du trop-plein de mots. Dans Data Transport, il y a les termes de bavardage, de blabla qui reviennent souvent. Et en même temps, vous évoquez souvent le vide, l'angoisse du vide, le manque, et la disparition que vous évoquiez tout à l'heure, le fait de disparaître soi-même. Comment vivez-vous dans votre écriture cette tension entre le vide et le plein, le trop plein de mots et le pas assez? Parce que c'est une écriture, vous avez une écriture assez débordante. Enfin, il y a un style assez emporté souvent. Vos phrases pourraient se prolonger assez longtemps. Oui, alors je ne sais pas si en répondant ce que je vais vous répondre, je répondrai totalement. Mais cela dit, je crois que quand même, écrire, dans l'acte d'écriture, il y a quelque chose qui, lors de la pulsion, est pas loin de la colère. Mais une colère qui serait quand même assez saine, assez froide, mais une sorte de pulsion de vie qui voudrait aller très loin, très fort, et qui voudrait ne pas s'arrêter. Et ce faisant, intégrer le flux, puisque le mouvement ne s'arrête pas. Et voilà, je crois que là, il y a en cela même l'idée de débordement. Il y a l'idée que on va tout donner, et à tel point que tout va déborder. Et dans cette idée aussi de débordement, et c'est un mot que vous avez beaucoup utilisé là, l'idée de porosité, voilà, on sent qu'il y a des passages entre les identités sans cesse. La folle s'appelle la folle, elle n'a pas de prénom à part entière. Dans Data Transport, M s'appelle M, mais seulement M. Et on sent que un personnage pourrait être un autre personnage, que les personnages sont interchangeables, qu'il y a cette porosité qui est aussi liée à la question de la peau que vous évoquez souvent, notamment dans Chaos, où il est question de peau muqueuse, de peau porte, où l'on entend peut-être peau morte. Ça va un petit peu avec tout ce que je vous dis depuis le début. Oui. Tout à l'heure, je parlais du dedans, du dehors, je parlais de la fiction du monde dans lequel on nous apprend finalement que les espaces et les lieux sont infiniment séparés, de cette croyance finalement à laquelle on nous demande, on nous ordonne de croire. Je ne sais plus quel poète d'ailleurs disait que d'être au monde, ça exigeait une belle autorité, en tout cas une belle autorité pour faire face à ce monde qui est un petit peu oppressant dans tout ce qu'il porte et ce qui demande de croire. Bref, ce que je voulais dire, c'est que la porosité, pour moi, est essentielle, que ce soit entre les personnages, entre les êtres, entre les différents états, là aussi le dedans et le dehors, qui sont quand même aussi d'ailleurs des thématiques chères à Hélène Cixous. Il me semble que les choses ne sont pas si clivées que cela. Et on voudrait nous faire croire que les choses sont infiniment clivées, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Et que entre un état A et un état B, il y a davantage un nuancier, un parcours, plutôt que deux états totalement distincts. Donc, qui dit nuancier pour arriver d'un point A à un point B, dit une porosité. Et donc là, je le dis de façon un peu conceptuelle. Néanmoins, quand on transpose ça sur un récit, eh bien effectivement, entre deux personnages,
Et il y a une distance qui n'est pas aussi nette. Entre deux situations, il y a des situations qui ne sont pas aussi nettes. Et d'ailleurs, nous le vivons tous, il me semble, à chaque moment dans notre vie, où nous ne cessons de faire des parallèles entre ce que nous sommes en train de vivre et d'autres moments que nous avons pu vivre et qui sont éloignés, mais qui sont très proches. Finalement, nous vivons toujours dans un désir de comparaison entre différents états. Et nous fabriquons ainsi, d'ailleurs. Voilà. Entre un hier, un maintenant, une mémoire. Voilà. Mais entre tout cela, il y a une infinie porosité. D'ailleurs, entre chaque seconde, et c'est un peu le jeu d'ailleurs de Data Transport, c'est qu'entre chaque seconde, et pour moi, le temps est quand même une invention incroyable. C'est qu'on pourrait croire que les secondes existent et que existe même plus que le temps. Mais alors, qu'y aurait-il entre 2 secondes? Un vide, un espace, un rien. Voilà, c'est là où je me permets de dire qu'il y a que le monde ne cesse de nous faire croire qu'il y a des hiatus partout, des entre-deux partout, alors qu'en fait, le monde est infiniment, oui, poreux, oui, en mouvement, oui, dans un flux perpétuel. Enfin, en tous les cas, c'est ce que moi, je vis, c'est ma façon d'habiter le monde, et c'est aussi ma façon d'écrire. Peut-être pour nous faire entendre ces porosités et ces mouvements infinis, vous pourriez nous lire un passage. Je crois que vous avez prévu un passage de chaos. Oui. Et donc là, c'est un extrait où la sœur, qui s'appelle elle l'aînée ou aînée, va parler, percevoir une masse plantée au zénith du ciel, et qui est le chaos. Par l'alcool, sa presque heureuse conjugalité et la vie dans l'autre ville, elle parvient à supprimer tous ses souvenirs douloureux, à les lisser jusqu'à l'aberration, à les trier jusqu'à n'en être plus encombrée. Seule une remontée mémorielle persiste dans son présent. La vision d'un monde percé par un puits rougeâtre planté dans le ciel, masse gélatineuse pompant la matière du monde. Comme la cadette, c'est ce qu'elle croit. Là-haut, le sexe du monde, un sexe effroyable, le seul sexe qui génère et dégénère en même temps. En même temps, ça veut dire hors du temps. Cette vision imbibe ses rêves autant que sa vie quotidienne et déborde ses perceptions, tant et si bien que cette masse spongieuse est devenue motif récurrent de son œuvre picturale, toute confidentielle qu'elle soit. Il suffit à Aîné de lever son visage pour le voir, le trou spongieux et vorace, ce puits gélatineux, cela en tout lieu. Ce zénith avaleur de toute chose est un chaos splendide. Le brun, le vert, le noir, le bleu, le jaune et d'autres couleurs essentielles baignent dans les profondeurs blanchâtres. Des jets, lignes droites, certaines se retournant, d'autres s'effritant telles des comètes, stries multicolores, évoquent des beautés outre-monde, des femmes couronnées à 2 mentons, des cyclopes portant leur unique œil en lieu et place de leur plexus solaire, des reliefs et galbes arc-en-ciel dont les cœurs battent en concert, des fossiles de coquillages étranges et grands comme des planètes, dessinés comme l'intérieur d'oreilles humaines, des plantes minérales, des bibliothèques liquides peuplées d'humanoïdes liquides au crâne conique, des ballons plats prenant subitement du volume au rebond, des mains à 100 doigts s'agitant, appelant, tirant des ficelles invisibles, Aîné voit des ruches, des filaments, des globes grouillants, comme on perçoit derrière un microscope des cellules alvéolaires excitées, d'un bleu marine sublime. Elle voit des hommes à face d'hippocampe, à pas de doigts, des astres blonds et des terres bleues, à l'intérieur de terres bleues. La galette est cette immense plateforme de passage de flux et mouvement. Tout se transforme, sans cesse, sans délai, là. Merci Mathieu Brosseau pour cette belle lecture dans laquelle je crois on a bien entendu
toute la picturalité, toute la musicalité dont on a parlé à l'instant. Merci. Et merci encore à Mediapart d'avoir accueilli une nouvelle fois En attendant Nado, dont l'adresse apparaît en bas de votre écran. Merci.